Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Mon invité cette semaine est Françoise Ballet-Blu, députée La République En Marche de la première circonscription de la Vienne. Bonjour. Bonjour. Françoise Ballet-Blu, vous avez remplacé le 20 août 2020 Jacques Savatier, dont vous étiez la suppléante depuis 2017. Aviez-vous ce jour-là le sentiment d'être prête pour le remplacer ? Non, on n'a jamais l'impression d'être prête, mais je m'étais quand même préparée, puisque j'étais sa suppléante depuis 3 ans. Il m'avait quand même préparée. J'étais attachée parlementaire depuis 3 ans également, 2 jours par semaine. Donc je m'étais mise dans les dossiers, je l'accompagnais, je le suppléais quand il était à Paris. Donc il y avait un travail commun déjà entre vous et Jacques Savatier auparavant. Exactement. Et puis, bon, il avait été missionné par le gouvernement pour une mission. Donc, il m'avait quand même un petit peu préparé au fait que possiblement, j'allais devenir députée à sa place fin août. Sans qu'il y ait élection pour autant. Partielle. Pourtant, à l'Assemblée nationale, vous avez été donc nommé, envoyé à la commission de défense, parce que c'est pas vous qui avez décidé pour le coup, puisque vous arriviez en cours de jeu. Je suis arrivée en cours de mandat, donc effectivement, on ne choisit pas sa commission dans ces cas-là. Je suis arrivée à la commission de défense, mais voilà, je suis ravie d'être arrivée dans cette commission. C'est une commission technique qui me correspond bien en tant que femme d'entreprise. Mais pourtant, c'est un secteur d'activité dont vous connaissiez quasiment rien, j'imagine. Alors, j'ai toujours un peu baigné dans cet esprit-là, par ma famille, par mon père aussi, qui m'avait toujours un peu fait baigner dans cette ambiance défense, dans tout ce qui était... Voilà, je connais un petit peu ce domaine-là. Et puis, je pense que j'ai la chance d'apprendre très vite. Je m'empare des dossiers, j'apprends vite. Pour autant, voilà, j'ai été honorée, on va dire, d'être missionnée sur une mission flash 3 mois. On va parler de votre travail en commission, Pas de souci. C'était pas votre choix, on est bien d'accord. Si vous aviez pu avoir le choix, vous n'auriez pas choisi la commission de défense. J'aurais pas choisi la commission défense, mais pour autant, je pense que la commission affaires économiques que j'aurais choisie m'aurait moins convenu maintenant que je suis à l'intérieur du réacteur. En fait, on traite plus d'économie et d'entreprise dans la commission défense. On va revenir donc sur votre travail en commission, mais avant, on va tenter de vous connaître un peu plus. On ne vous connaît pas beaucoup, c'est normal, vous n'étiez pas en première ligne lors des dernières élections. Donc vous êtes originaire d'Annemasse, sur la frontière franco-suisse. D'ailleurs, je crois que vous avez la double nationalité, française et suisse. Tout à fait. Vous avez été dès l'âge de 24 ans chef d'entreprise. Vous vous installez à Poitiers en 2000 pour raison familiale. Vous êtes coprésidente de l'association Entreprendre au féminin et vous animez l'association Optimiste en Vienne. L'optimisme, c'est obligatoire quand on fait de la politique ? Oui, moi je trouve. Alors pour moi, c'est un fil de vie, on va dire. Quelle que soit l'activité que je fais, j'ai besoin d'être optimiste, j'ai besoin de voir le verre à moitié plein. Ça me pousse, ça me motive. Et je trouve que par les temps qui courent, on en a quand même particulièrement besoin. Avec la possibilité peut-être d'être naïf plus qu'optimiste par moment. Non, pour moi, l'optimisme, c'est pas de la naïveté. C'est simplement regarder les choses qui vont bien au lieu de regarder les choses qui vont mal. Alors c'est vrai qu'en ce moment, on entend plus les trains qui n'arrivent pas à l'heure que ceux qui arrivent à l'heure. Donc j'essaye de rééquilibrer et de semer un peu d'optimisme autour de moi aussi. Vous vous définissez comme centriste, comme une centriste. Ça veut dire que vous êtes donc plutôt à droite, mais qu'il y a des idées de gauche qui vous ne déplaît pas, on peut dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Quel rapport... Alors déjà, quelles idées de gauche, par exemple, vous intéresse? Qu'est-ce qu'il y a des tout ce qui est social, l'entraide. Je pense qu'on arrive aussi à une période où il faudra beaucoup d'entraide, beaucoup d'innovation aussi dans tout ce qui est économie sociale et solidaire. Beaucoup à l'écoute de tout ce qui ne fonctionne pas aussi et des gens qui souffrent. Le social-libéralisme, c'est pas une entité, c'est pas antinomique? Non, pour moi pas. C'est... Bien. Quel rapport entretenez-vous, par exemple, avec Léonore Monconduit, la maire de Poitiers, ou encore Florence Jardin, la présidente de Grand Poitiers? Vous êtes favorable à ce qu'il y ait des femmes de pouvoir en France? Alors là, on est bien placé dans la Vienne. D'abord avec les deux, quel rapport vous entretenez avec elles? Écoutez, on entretient de très bons rapports. Moi, du moment qu'on travaille pour le territoire, pour la promotion de ce territoire, pour son attractivité, tout me va. On a déjeuné à la fois avec Florence Jardin, avec Léonore Monconduit. Voilà, il y a des sujets sur lesquels on ne va pas être d'accord, c'est évident. Mais essayons de travailler ensemble, de travailler pareil, dans la même dynamique pour faire avancer ce territoire qui a besoin pour moi, de plus d'attractivité. Pardon pour la question à venir, mais est-ce que c'est plus facile de travailler avec des femmes quand on est une femme en politique?
Moi, je travaille avec toutes les bonnes volontés, du moment que voilà, ce sont des gens qui ne sont pas aux extrêmes. Mais oui, moi, je suis plutôt contente de travailler avec des femmes. Je pense qu'on a la même vision, une vision un petit peu différente de la politique, un petit peu moins, comment dire, j'allais dire violente, un peu moins rigide. Et puis voilà, on amène autre chose, on amène un peu plus de souplesse, un peu plus d'humanisme, je trouve. Vous êtes très attaché aux questions touchant à l'égalité homme-femme ou femme-homme. La Vienne, où ce sont donc des femmes qui occupent la plupart des postes de pouvoir, est-elle un territoire exemplaire? Et si oui, pourquoi? Comment on peut l'expliquer? Alors, directrice de CHU, donc députée bien sûr, maire, présidente d'Aglo, directrice de CHU, des ARS, j'en oublie beaucoup. Mais oui, il y en a. C'est vrai qu'on est dans un territoire, on va dire, exemplaire en ce domaine. Je sais pas, les planètes doivent être alignées à Poitiers, mais moi je suis assez fière d'être ici avec toutes ces femmes en responsabilité. Ça veut dire quoi, que ça va pas si mal que ça? Il y a encore beaucoup de travail. Parce que voilà, on a de la chance ici à Poitiers, mais si on regarde sur le territoire entier, on a 7,5% de femmes qui sont chefs d'entreprise, on a 20% de femmes mères, sauf erreur. Puis alors, plus on va monter dans les responsabilités, et moins on trouve de femmes. Donc voilà, ce plafond de verre existe partout. On a moins de 10% de présidentes de PCI. Et puis alors, quand on passe aux présidentes de région ou de département, là, on les perd. Donc, il y a encore beaucoup de travail. Et lever des freins, plus de femmes modèles. Vraiment beaucoup de choses à faire encore. On va revenir sur cet aspect-là, mais lundi dernier, 8 mars, c'était la journée internationale des droits des femmes. À cette occasion, des manifestations ont eu lieu un peu partout en France. À Poitiers, des femmes de toute génération ont dénoncé les inégalités dont elles restent victimes. On en parle juste après. Mon corps, mon choix, et ferme ta gueule. Mon corps, mon choix, et ferme ta gueule. Un slogan scandé sans équivoque. Une centaine de femmes et quelques hommes arpentent les rues de Poitiers dans un but: dénoncer les inégalités sexistes et sexuelles. Je trouve que c'est pas normal qu'en 2021, les femmes on soit encore si peu écoutées, si peu entendues, et qu'on subisse autant d'agressions à la minute. Donc voilà, on va continuer à se battre et on espère que ça payera. Continuer à se battre, oui, mais en musique. Le propos est sérieux, mais l'ambiance festive. Cette année, le rassemblement a l'allure d'une passation de pouvoir. La lutte féministe prend un nouveau visage, celui de la jeunesse. La pandémie a montré que beaucoup de jeunes, de femmes, vivent dans la précarité et pourtant assument les métiers essentiels. Elles n'ont pas été reconnues malgré tous les beaux discours. Aujourd'hui, on est là aussi avec elles et pour elles, pour dire que ça ne va pas, cette société ne va pas, le patriarcat, en fait, c'est dépassé. C'est dépassé, il faut passer à autre chose. La manifestation se clôt par un chant féministe chilien, devenu un hymne à l'international. Une façon pour les femmes d'unir leurs forces ce 8 mars, au-delà des frontières. Retour sur le plateau de Dimanche en politique. Mon invité cette semaine est Françoise Baléblu, députée LREM de la Vienne. Est-ce que vous avez manifesté, vous, l'année dernière? J'ai pas manifesté, j'ai participé à une table ronde avec des lycéens et des lycéennes et une visioconférence le soir avec des femmes politiques en compagnie de Catherine Coutel et d'Elisabeth Morin-Chartier pour inciter les femmes à rentrer en politique. Vous avez entendu les témoignages, la situation est toujours mauvaise. C'est terrible pour Emmanuel Macron qui avait fait de l'égalité homme-femme une de ses priorités en début de quinquennat. Oui, alors il y a quand même eu pas mal de choses mises en place. On fête les 10 ans de la loi Copé-Zimmermann, alors ça date pas d'Emmanuel Macron. Voilà, on voit que les quotas quand même, c'est quelque chose qui est dénigré parfois, mais on voit que les quotas quand même amènent du progrès. Sur la loi Copé-Zimmermann, on est passé de 12,5% de femmes dans les comités exécutifs à quasiment 50% maintenant. Cette politique de quota, vous y étiez favorable au départ? J'étais curieuse de voir ce que ça allait donner, mais franchement, maintenant, je trouve qu'on ne peut pas faire sans. C'est trop long à changer si on ne met pas des quotas. Il y a une loi qui a été déposée justement par Marie-Pierre Rixain
le 8 mars, pour plus d'égalité professionnelle des femmes et qui propose encore plus de quotas. Alors je sais, c'est compliqué, mais je pense qu'il faut l'entendre et c'est le seul moyen d'avancer. Et il faut l'élargir à tous les domaines, cette loi sur la parité, sur les quotas. Oui, moi je pense qu'il faut, il n'y a pas de domaine qui doivent y échapper. Il faut vraiment féminiser la société, quels que soient les métiers. Mais voilà, il faut aussi inciter les femmes à rentrer en politique, à aller dans des métiers masculins, à aller dans la tech, à faire des maths, parce que ce sont elles aussi qui se mettent des freins, ou alors on leur en met peut-être quand ils sont enfants. Est-ce que la lutte contre le patriarcat est de gauche ? C'est une très bonne question. Non, je ne trouve pas. C'est une question pour moi c'est la lutte contre le patriarcat, c'est transverse. C'est pas une question de gauche, je de pose droite. la question parce qu'on a le sentiment quand même, quand on voit les manifestantes, que c'est plutôt voilà, une sensibilité prononcée à gauche qui s'exprime et qu'on entend peut-être un peu moins, en tout cas dans la rue en l'occurrence, des femmes qui ont votre sensibilité, plutôt centriste ou de droite. Non. Pour moi, c'est pas un combat de gauche, c'est un combat vraiment de toutes et de tous, puisqu'il faut être, comme je l'ai dit aussi le 8 mars, j'ai fait un clip vidéo avec Elisabeth Moreno, tous unis, on est tous concernés. Que ce soit hommes, femmes, on a une complémentarité, on est tous concernés par ce combat. Et la société y gagnera à plusieurs niveaux, à ce qu'il y ait plus de femmes représentées. Et encore une fois, vous pensez que depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, ça se passe mieux ? Il y a quand même eu beaucoup de choses mises en place sur l'égalité femmes-hommes, sur le congé paternité, par exemple, qui a été doublé. Voilà, il y a vraiment des choses tangibles qui sont mises en place pour avancer. Mais je pense que nous, les femmes, on est aussi actrices. Il faut s'emparer de ça. Moi, je l'ai vu quand j'étais coprésidente d'Entreprendre au féminin. Les femmes se mettent beaucoup de freins. Ne vont pas forcément vers l'entrepreneuriat, ne montent pas aisément dans les entreprises. Il y a un exemple que je prends toujours. Une femme, quand on lui propose de monter dans l'entreprise, il faut qu'elle pense avoir entre 80 et 90% des compétences. Un homme, il va y aller à 40%. Donc voilà, il faut vraiment faire avancer ces choses-là et puis oser l'ambition. Mesdames, osez l'ambition. Alors, je le disais en début d'émission, vous siégez à la commission de la Défense, où vous avez été d'ailleurs nommé co-rapporteur d'une mission flash donc sur le financement de la base industrielle et technologique de défense, autrement dit l'industrie de défense. Le rapport a été remis il y a quelques jours. En quelques mots, vous y pointez les difficultés pour les entreprises françaises liées au secteur de la défense de trouver des financements, ce qui pourrait d'ailleurs poser des problèmes en termes de souveraineté nationale. C'est bien ça, j'ai bien tout compris ? C'est bien ça, exactement. Il faut dire que l'industrie de la défense, c'est 4 000 entreprises, c'est 200 000 emplois. C'est des emplois peu délocalisables et puis c'est des emplois de sous-traitants. On est bien placé pour le savoir puisqu'on a quelques acteurs aussi nationaux sur notre territoire. Et voilà, il faut vraiment aider ces entreprises à trouver du financement parce que sinon elles ne peuvent pas se développer, elles ne peuvent pas exporter. Donc voilà, un vrai travail et des préconisations à la clé pour améliorer cet état de fait. Une petite parenthèse par rapport à ce qu'on vient juste de dire auparavant. On parlait du droit des femmes, là on parle de l'armement, de favoriser les industries d'armement pour qu'elles puissent vendre. J'imagine que c'est ça le but du jeu, c'est de vendre quand même des armes. Et généralement on vend beaucoup aux pays du Golfe, des pays où la place de la femme est la pire dans le monde. Est-ce que c'est quelque chose qui vous gêne ? Oui, cette double casquette, on va dire. Alors, c'est quelque chose qui me gêne par rapport, effectivement, à la politique féminine ou à l'absence de politique féminine dans les pays du Golfe. Cependant, ce sont des emplois chez nous. Ce sont des emplois qui, comme je le disais, qui sont difficilement délocalisables. Donc, pour l'instant, on ne peut pas passer à côté de la promotion de ces entreprises. Pardon de le dire, mais du coup, ça veut dire quoi ? Que le cynisme n'est ni masculin ni féminin ? Ça, c'est la politique ? Oui, c'est la politique et c'est la politique de l'emploi, c'est la politique de l'entreprise. Il faut qu'une entreprise puisse se développer. Peu importe comment ? Non. Alors, justement, il y a quand même pas mal de règles. Il y a des règles sur tout ce qui est armes létales. Enfin, il y a beaucoup de règles qui limitent quand même tout ce qui est armement dur, on va dire. La présence militaire est importante. Poitiers, le RICM vient d'ailleurs d'envoyer ses marsouins au Sahel. C'est la 5e mission dans cette région du monde pour le régiment d'infanterie chars de marine en 7 ans. Vous les avez rencontrés avant qu'ils ne partent ? Tout à fait. Je suis allée les encourager, leur amener la baraka.
c'est, j'imagine, quelque chose qui vous tient à cœur de voir des soldats français de Poitiers, de votre circonscription, partir dans un Bien sûr. théâtre d'opération aussi dangereux que le Sahel. C'est pas anodin. C'est pas anodin, mais voilà, ce théâtre d'opération est important pour éviter quand même qu'il se déplace un peu trop près de chez nous. On va parler de la crise sanitaire liée à la Covid. Est-ce qu'elle est satisfaisante à vos yeux aujourd'hui ? Un an après, on est La situation sanitaire sanitaire. liée à la Covid. Oui. Écoutez, on est dans une crise inédite. Franchement, on n'a jamais vécu ça. Le gouvernement prend des décisions les unes après les autres, j'allais dire un pas après l'autre. Pour moi, la situation par rapport... J'ai rencontré, je pense, une cinquantaine, une soixantaine de chefs d'entreprise de toute taille, que ce soit des artisans, des commerçants. La grande majorité d'entre eux nous dit merci. Parce que franchement, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, des PGE, il y a le fonds de solidarité. Je discutais encore il y a quelques jours avec un chef d'entreprise. Là, on va aider aussi sur les charges fixes. Ils se rendent compte de la chance qu'ils ont d'être en France. Vous me disiez tout à l'heure, je suis binationale française et suisse. J'entends mes anciens collègues en Suisse, ils n'ont quasiment pas d'aide. Donc je peux vous dire qu'en ce moment, ils transpirent. Nos confrères du Point ont fait cette semaine leur une sur la lenteur de la campagne de vaccination. Est-ce que ça pose un problème ? Est-ce que effectivement il y a eu un souci au démarrage, on va dire ? Je ne sais pas s'il y a eu un souci au démarrage, mais c'est vrai que au démarrage, voilà, on a parlé vaccination. Les Français n'étaient pas très emballés par la vaccination. On ne peut pas vacciner de toute façon tout le monde en 15 jours. Donc il va falloir que ça vienne petit à petit. On est aussi dépendant des laboratoires. On voit avec AstraZeneca là, qui va. Bon, on a pas mal de doses qui arrivent, mais sur les 2 semaines à venir, ce que disait Olivier Véran il y a quelques jours, sur les 2 semaines à venir, on n'a pas de visibilité. Donc là, les choses se décoincent. À partir de mi-avril, on va avoir des millions de doses qui arrivent. Donc on va pouvoir vacciner de façon... Selon un classement d'un institut australien indépendant, la France obtiendrait la 73e place sur 98. Un résultat donc dû en grande partie au manque de réactivité du gouvernement face à l'apparition de l'épidémie il y a 1 an. On se souvient de l'épisode des masques. Voilà, pour vous, tout ça, ça s'est effacé, ça va bien. Non, c'est pas effacé. Il y a des choses qui ont dysfonctionné. Effectivement, l'épisode des masques, l'épisode des vaccins, on le verra. Pour moi, il est en cours. Vous êtes chef d'entreprise. Tout à fait. Sanofi est un grand laboratoire international français qui n'a pas été capable de faire un vaccin parce qu'on a aussi détruit beaucoup de laboratoires en plusieurs années pour faire des économies. Est-ce que ça vous énerve ? Est-ce que ça vous met en colère ? Vous vous dites non, c'est normal, c'est la marche logique d'une économie de marché. Non, c'est quand même un peu frustrant de voir qu'en France, on n'a pas réussi à développer un vaccin au pays de Pasteur, de Camille Guérin. C'est quand même un peu frustrant. Mais bon, maintenant, on est dedans. Voyons aussi ce qui fonctionne. Voyons la suite des événements. Toujours l'optimisme, le verre d'eau à moitié rempli. Exactement, c'est ce que je disais. Je suis une optimiste positive et j'essaye de voir toujours... Il y a quand même beaucoup de choses qui ont fonctionné durant cette crise. Et d'autres un peu moins. Parlons des médecins généralistes qui avaient reçu au préalable l'autorisation de vacciner des patients dans leur cabinet, mais le gouvernement a donc changé de stratégie. Les commandes des doses sont finalement réservées aux pharmaciens, ce qui consterne les médecins. Est-ce que c'est pas un couac de trop là, pour le gouvernement? Alors, c'est pas un couac de trop, puisque avec Nicolas Turquois, Sacha Houlier, dès qu'on a été saisi par les médecins du département, on a envoyé un courrier au directeur de cabinet du Premier ministre. Et en fait, les doses vont arriver sur les 2 prochaines semaines. Les doses prévues vont arriver auprès des médecins généralistes. C'est les 2 semaines suivantes, comme je vous disais, où on n'a pas de visibilité. Mais ils pourront vacciner. Il n'y aura pas besoin de faire de retour en arrière. Ils pourront vacciner, d'après ce que nous a dit le Premier ministre, sur les deux prochaines semaines. La fermeture des dizaines de milliers de lits d'hôpitaux ces 15 dernières années, pour mesure d'économie, ça n'a pas été une erreur politique majeure. Alors là, pour le coup, pas que d'Emmanuel Macron, des gouvernements précédents également, mais... C'était une erreur politique, effectivement, parce qu'on a besoin de l'hôpital public. Malgré ça, on a quand même un hôpital public qui fonctionne très bien. Si on se compare à d'autres pays, on a un hôpital public qui fonctionne bien, qui est totalement gratuit. Je regarde aussi ce qui se passe un peu dans les pays limitrophes. Je reprends aussi l'exemple de la Suisse, où un simple test, c'est 160 € par personne quand vous voulez vous faire tester contre le Covid. Donc voilà, on a quand même la chance d'avoir un système
hospitalier qui fonctionne et d'assurance santé. Et une prise en charge globale. Et d'assurance santé. Oui. Tout à fait. De nombreuses manifestations se multiplient ces derniers jours dans le monde de la culture, très touché aussi par cette crise liée au coronavirus, comme par exemple jeudi dernier à New York, comme vous le voyez sur les écrans en ce moment. Est-ce que vous comprenez la fermeture des musées et autres lieux de culture aujourd'hui ? Alors, il n'y a pas de touristes aussi. On a peu... je pense que... Alors je raisonne toujours en tant que chef d'entreprise. Difficile d'ouvrir un musée pour une poignée de personnes. Effectivement, un musée municipal, pourquoi pas ? À Poitiers, par exemple ? on ne peut pas faire non plus... Il faut qu'il y ait beaucoup de personnes pour pouvoir ouvrir le musée, par exemple, à Poitiers ? Non. C'est pas le Louvre. Ouais. On est d'accord, c'est pas le Louvre. Mais après, c'est difficile de faire aussi, on l'a vu, 2 poids 2 mesures. Et pourtant, c'est bien ce qui se passe. Dans les transports, les gens sont agglutinés les uns contre les autres. Oui. Et là, on dit rien. Oui. Dans les grandes surfaces, c'est pareil. Donc, il y a bien 2 poids 2 mesures. Oui, on limite. Mais c'est vrai qu'il y a eu aussi beaucoup d'aides qui ont été apportées au monde de la culture. Il y a de l'aide qui va être encore apportée. Moi, j'espère que ça va rouvrir le plus vite possible. Mais vous comprenez que ça soit fermé aujourd'hui ? Il le faut. Il le faut pour... Des raisons sanitaires. Mais c'est votre conviction personnelle ou c'est parce que c'est le point de vue politique du gouvernement ? C'est ma conviction personnelle. C'est vraiment une conviction personnelle. Ma conviction personnelle. On parlait de l'assurance santé, un peu d'assurance chômage. La réforme de l'assurance chômage, je sais que c'est un sujet qui vous intéresse. Une partie de cette réforme entrera en vigueur le 1er juillet prochain. La première mesure qui sera appliquée sera la baisse des allocations. Faire ça en pleine crise sociale, est-ce que c'est une bonne chose ? 800 000 chômeurs seront concernés par ces baisses d'allocations. Oui, effectivement, je trouve que là, à mon point personnel, toujours pareil en tant que chef d'entreprise qui a travaillé avec des salariés, je trouve que le timing n'est pas forcément le bon. Voyons si vraiment les choses vont être mises en place. Et donc vous avez envie de le dire publiquement, de l'écrire, d'envoyer une missive à Emmanuel Macron ? Je l'ai dit, j'en ai parlé à Madame Borne. Oui. Je lui ai dit. Entre femmes qui vont travailler à Poitiers ? Oui, exactement. Et vous avez une réponse d'Elisabeth Borne ? Non, pas encore. Mais voilà, je lui ai dit que pour moi, le timing n'était pas forcément le bon. Un mot sur les polémiques impliquant d'ailleurs les ministres du gouvernement. Alors il y a eu celle sur l'islamo-gauchisme entre Frédéric Vidal et Jean-Michel Blanquer d'un côté, puis Gabriel Attal de l'autre. Il y a eu aussi la polémique sur les cantines végétariennes qui divisent d'un côté Gérard Darmanin et d'un autre côté Barbara Pompili. Est-ce qu'on ne touche pas là, Françoise Balléblu, aux limites de votre parti de La République En Marche, un mouvement hétéroclite sans réelle base idéologique claire ? Moi, je m'y trouve bien dans ce parti. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai été élue République En Marche. Je reste par fidélité République En Marche. Je m'y trouve bien. Moi, j'aime bien ce côté hétéroclite, justement, où il y a des idées qui arrivent un petit peu différentes, où on essaye quand même de faire bloc. On fait bloc derrière le gouvernement. Moi, je sais que j'ai l'occasion assez régulièrement, forcément, d'échanger en réunion de groupe, d'échanger avec des membres du gouvernement. Voilà, on essaie de faire bloc et il y a vraiment une grande diversité dans ce groupe que je suis en train de découvrir et que j'apprécie beaucoup parce que je trouve que ça apporte vraiment beaucoup de couleurs au monde politique. Enfin, une telle diversité qu'à 44 députés La République En Marche ont quitté le groupe parlementaire depuis 2017. Donc j'ai bien compris que vous n'aviez pas envie. Non. Mais vous comprenez qu'il y ait autant de députés qui quittent ce parti, encore une fois, en disant « bah oui, mais là, ça ne va pas du tout parce qu'il n'y a pas un socle idéologique très clair. » Je comprends que pour des gens qui viennent d'autres partis, comme le Parti socialiste, où il y avait vraiment, comme vous dites, un socle idéologique fort, je comprends qu'ils soient un peu perdus ou perturbés. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant. Pour moi, c'est une autre façon de faire de la politique. C'est une autre, plus de couleurs, plus de diversité. Mais est-ce que finalement, le seul dénominateur commun entre les députés En Marche, c'est pas simplement Emmanuel Macron ? Non, je pense que on n'arrive pas à trouver autre chose. Éclairez-moi, parce que j'arrive pas à savoir qu'entre un Sacha Houlié et un Gérald Darmanin, je vois pas trop le point commun souvent. C'est à part, peut-être Emmanuel Macron. Oui, évidemment, c'est le dénominateur commun, mais on a envie de faire avancer les choses de la même manière. Oui, mais de quelle façon ? Pour moi, c'est d'une façon disruptive. J'ai envie de dire disruptive. Le fameux mot, macroniste, disruptif. Mot de chef d'entreprise aussi. Casser les codes. Casser les codes, exactement. Faire différent. 44 députés qui quittent un groupe parlementaire, oui, ça c'est casser les codes, on est bien d'accord. Oui.
Mais après, c'était un groupe, voilà, on va dire, c'est un mammouth aussi au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que le problème, c'est qu'il n'y ait pas comme par exemple, vous parliez du Parti socialiste auparavant, qui avait réussi à faire des synthèses. Il n'y a pas de synthèse, on a l'impression, dans votre parti politique. On n'arrive pas à faire de ce parti vraiment, comme vous disiez, un bloc uniforme, mais en l'occurrence, c'est pas le cas. Est-ce que c'est pas ça, évidemment, le problème, qu'il n'y ait pas eu de synthèse? Est-ce que c'est grave? Je sais pas, je pose la question en termes de simplicité, de message vis-à-vis des électeurs. Peut-être plus simple, de savoir où on va. On donne un cap. L'enthousiasme des macronistes qui était réel en 2017, il y a eu une vague, on s'en souvient très bien. Est-ce qu'il est perdu, cet enthousiasme, aujourd'hui, en 2021? Moi, je le sens pas perdu en étant à l'intérieur. Alors c'est vrai que j'amène peut-être un regard neuf, un regard frais, mais je le sens pas perdu avec les collègues avec lesquels j'échange. Je ne le sens pas perdu et on a vraiment encore envie de porter des projets importants. Et vous avez encore envie, j'imagine, personnellement de le faire, donc ça veut dire que vous serez candidate à votre propre succession en 2022? Oui. Je pense que ça serait frustrant de m'arrêter au bout de 18 mois. J'ai engagé pas mal de choses. Je travaille beaucoup, à la fois sur la commission défense, à la fois sur le territoire, en rencontrant beaucoup d'acteurs locaux, d'entreprises, etc. Et oui, j'ai envie de continuer. Après, si je ne suis pas réélue, je saurais faire autre chose. Je n'ai jamais vécu de la politique, c'est la première fois. Je saurais faire autre chose, mais ravie de continuer. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Françoise Baléblu, d'avoir accepté notre invitation. Pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet. La semaine prochaine, je recevrai Clémence Guettet, bras droit de Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale et tête de liste aux prochaines élections régionales en Nouvelle-Aquitaine pour la France insoumise. C'est la personnalité montante chez LFI et qui sait peut-être une future adversaire pour vous, Françoise Baléblu, en vue des prochaines législatives, puisqu'elle est poitevine. En tout cas, nous lui poserons la question. Pour leur place au journal de la mi-journée. Excellent dimanche à toutes et à tous et à la semaine prochaine.